C'est le plus grand édifice de toute l'humanité. Pour sa construction, il aura fallu plus de 2000 ans et des millions d'ouvriers. Ce dragon de pierre, long de 6700 km, devait protéger l'Empire des invasions barbares. Aujourd'hui, la Grande Muraille est prise d'assaut par les touristes étrangers. La Chine s'ouvre peu à peu au monde, avec l'ambition d'y faire rayonner aussi sa culture. Bienvenue dans un Pékin des arts exceptionnel. On ne sait pas très bien où on est quand on regarde ces grandes étendues. Est-ce qu'on est dans le désert, en haut de ciment enneigé, sur la Lune? On est proche du ciel à moitié, on est sur les nuages. On prend le paysage comme prétexte pour exprimer soit notre solitude, notre réflexion, notre aspiration, notre douleur, etc. C'est un paysage et en même temps il est spirituel. J'ai l'impression aussi que de temps en temps il y a des chemins de croix. C'est assez sombre. C'est un peu triste, oui. Quand on observe l'étoile, la lune, l'univers, on est seul sur un rocher en dérive. Vous voulez nous perdre dans le temps et dans l'espace? Je voudrais m'inscrire dans l'éternel à travers mes œuvres. Ça, c'est bien, c'est une belle ambition, vouloir s'inscrire dans l'éternité. On peut contempler l'Orient sous le regard de Ly Chevalier. Voilà ce que disait d'elle François Mitterrand. Comme de nombreux artistes, dans les années 80, Ly quitte Pékin et l'armée où elle étudie pour Paris et les bancs de la Sorbonne. 30 ans plus tard, elle est de retour sur sa terre natale. L'encre de Chine n'a jamais cessé de couler dans ses veines. Vous, si je ne me trompe pas, l'armée, elle vous a donné envie de partir et votre Eldorado, ça a été Paris. D'abord les bancs de Sciences Po, ensuite ceux de la Sorbonne. Vous avez étudié la philo. Ça a dû être quand même un choc culturel. C'est un grand choc culturel et en même temps, c'est une nécessité parce que j'avais trop de questions dans ma tête. Surtout concernant la place de l'être humain. Un être humain, quelle est sa valeur? Est-ce qu'on peut le piétiner? Est-ce qu'on peut l'écraser comme un trois fois rien? Est-ce qu'on peut le réduire au statut d'un tournevis? Mais vous êtes contente d'avoir retrouvé votre pays? Est-ce que vous avez le sentiment que votre peinture, c'est un pont entre les deux cultures? C'est vraiment le langage de rencontre. J'ai transposé les peintures à l'encre qui étaient traditionnellement réalisées sur papier, sur la toile. Et ensuite, j'ai intégré tout ce que j'ai appris de tradition occidentale pour le combiner avec l'encre de Chine afin d'augmenter un peu l'expression, la force de l'encre. Qu'est-ce que vous voulez dire avec l'encre de Chine? Alors, l'encre de Chine, c'est d'abord une peinture à l'eau. Pour moi, il n'y a rien de plus représentatif de l'esprit chinois. L'eau a cette capacité de contourner les formes dures et trouver le moindre petite fissure pour filer en avant. Et surtout aujourd'hui, quand nous sommes devant un régime extrêmement rigide, extrêmement dur, si vous vous présentez devant cette dureté avec une autre forme de dureté, c'est l'éclatement, c'est l'affrontement. C'est l'affrontement, c'est l'échec. Longtemps, Ly Chevalier a exposé au centre 798 situé dans le quartier de Dachanzi. Ce qui était autrefois une friche industrielle vouée à la démolition est devenu un haut lieu de l'art contemporain, le 5e site touristique le plus visité de Pékin. Autrefois, c'était un lieu de création avant-gardiste. Ici, aujourd'hui, c'est davantage un lieu d'exposition, avec des galeries. Et comme ce lieu est devenu un lieu d'attraction, les artistes se sont retirés. Il y a moins de calme, il y a trop de touristes, et puis ça devient très cher. Et donc les galeries ont envoyé le lieu. Donc voilà, c'est devenu un lieu d'exposition. Est-ce qu'ils sont surveillés, les artistes? Alors, vous avez deux types d'artistes en Chine. Une partie d'artistes appartient
carrément à l'État. Ce sont des fonctionnaires de l'État. Et là, je pense que non seulement ils sont surveillés, même à mon avis, le thème de leur création est même limité au service. Imposé, presque imposé. Voilà. En revanche, vous avez des artistes comme nous, indépendants, donc c'est d'une race d'artistes qui sont nés dans les années 80, qu'il n'y a aucune source de revenus possible à part leur propre vente de leurs œuvres, de leur exposition. Et eux, ils sont contrôlés ou pas? Contrôlés, je pense que sans doute, surtout dans les expositions. En revanche, dans la vie quotidienne pour la création, là, il y a quand même une relative liberté, surtout par rapport à ce que nous avons vécu dans le passé. Il y a une nette amélioration. Mais alors, vous, Li, qui habitez à l'étranger, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un vrai engouement pour les artistes chinois? Il y a véritablement un grand dynamisme de la part des artistes chinois pour aller exposer à l'étranger. Pour vous donner un exemple simple, en 2003, au Salon de la Société nationale des beaux-arts à Paris, au Carrousel de Louvre, j'étais la seule artiste chinoise pratiquement. Et aujourd'hui, l'année dernière, en décembre, une grande salle entière a été consacrée aux plusieurs délégations d'artistes chinoises. Ce que vous venez de voir, c'est le nouveau visage de Pékin. Des galeries avant-gardistes qui flirtent avec des immeubles futuristes. Mais la tradition n'est jamais loin. Pour s'en convaincre, il suffit de s'enfoncer dans les Hutongs, ces quartiers historiques aux ruelles escarpées aujourd'hui protégées. Ils font la joie des touristes et la fierté de leurs habitants qui ne manquent pas de vous faire remarquer chaque vestige des dynasties passées. C'est dans l'un d'entre eux que nous avons rencontré la cinéaste Li Yu, une étoile du cinéma chinois. Une étoile qui a d'abord brillé à l'étranger. Ses films ont fait le tour du monde, primés notamment à Berlin et à Venise, mais ils ont été pour la plupart censurés dans son pays. C'est avec Lost in Beijing que vous faites vraiment connaître du public, notamment du public étranger. Pourtant, c'est un film qui a connu énormément de difficultés à sa sortie. Lorsque vous êtes présenté au Festival de Berlin, la censure chinoise vous a demandé énormément de coupes, notamment de couper les scènes de sexe. Finalement, le film a été projeté sans les coupes demandées. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Quand j'ai terminé Lost in Beijing, j'ai reçu un rapport de 3 pages de critiques venant du bureau de la censure. J'ai tenu ce rapport dans mes mains et j'ai pleuré. Vous ne pouvez pas comprendre ce sentiment si vous n'avez jamais tourné un film en Chine. Ici, pour être réalisateur, il faut être fort, il faut avoir les nerfs solides, sinon vous changez de métier. Pour moi, c'est un parcours qui commence par l'effondrement, ensuite la lutte, et enfin on trouve des solutions. Faire un film en Chine, ça reste toujours très difficile. C'est difficile surtout si on veut suivre la voie de son cœur. Vous avez le sentiment que la censure dans votre pays est plutôt en train de s'assouplir ou au contraire qu'elle se durcit ? Le problème, ce ne sont pas les gens qui exercent la censure, c'est tout un système qui nous empêche d'avancer. La première fois que j'ai été confrontée à la censure, j'étais effondrée, mais je me suis battue. La fois d'après, au moment d'écrire mon scénario, je me suis rendu compte que je m'auto-censurais. Mais maintenant, je fais attention, il ne faut rien s'interdire. J'essaye d'avancer petit à petit, en contournant et en négociant. La plupart des réalisateurs qui sont censurés, ils finissent par se tourner vers la comédie ou la science-fiction. Quels sont les plus gros tabous en Chine ? Quels sont les sujets dont on ne peut vraiment pas parler au cinéma ? Le plus gros tabou, c'est la politique. Il ne faut jamais s'y attaquer. Il y a la police aussi. Un policier ne doit jamais être tué dans un film. Et puis il y a la prostitution, l'homosexualité. Ça, il ne faut pas en parler non plus. Il y en a beaucoup ? Oui, et tout ça, ça n'est qu'une petite partie des tabous. Fuck.
Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est d'être vu dans votre propre pays ou est-ce que c'est la reconnaissance internationale? D'un point de vue artistique, le public étranger me comprend mieux. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. J'aimerais bien que le public chinois soit au niveau. En revanche, d'un point de vue culturel, le public international a plus de mal à saisir mon univers. Et c'est tout le dilemme pour moi. Vous l'aurez compris, dans un pays où la censure est omniprésente, être artiste, c'est souvent un geste politique. Nous avons retrouvé le pionnier du rock en Chine, Qiu Jian. C'est une légende, sans doute le seul chanteur à s'être produit aux côtés des Rolling Stones. En 1989, il est devenu le porte-drapeau de toute une génération lors des événements de Tiananmen. On est ravis de vous avoir retrouvé. Ici, tout le monde vous présente comme le père du rock'n'roll en Chine. Est-ce que c'est vraiment vous qui avez le premier importé le genre? Oui, c'est ce que les gens disent. Mais je ne suis pas entièrement d'accord, parce que je ne suis pas tout à fait le premier à avoir joué du rock en Chine. Ce que j'ai fait en premier, c'est mélanger la musique rock avec la folk chinoise. Et c'est comme ça que je suis devenu le père du rock en Chine. Alors votre grand tube, ça reste Rien en mon nom. Ça a été un hymne pour toute une génération, en tout cas pour celle qui a défilé place Tiananmen en 1989. Est-ce que vous vous attendiez à devenir un symbole? J'ai écrit cette chanson avant 1989. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'elle ne m'appartient plus. À l'origine, c'est une chanson d'amour. Donc je ne sais pas pourquoi les manifestants l'ont choisie. Ils avaient sans doute leurs raisons. Chacun réagit différemment à une chanson, à ce qu'elle évoque. Alors certains vous diront que c'est une chanson politique. D'autres diront que c'est une chanson qui parle de la vie. D'autres encore que c'est une chanson d'amour. Et vis-à-vis de ces choses-là, je ne peux rien y faire. Pendant des années, vous avez eu interdiction de participer à des concerts de masse. Vos chansons ont également été censurées sur les ondes radio. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne peux toujours pas me produire dans les émissions de la télévision publique. Mais c'est en train de changer petit à petit. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi maintenant. Mais je pense qu'un jour, je pourrai me produire partout, et sans que j'aie besoin de changer quoi que ce soit, j'espère. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui avec votre musique? Est-ce que votre musique comporte des messages politiques ou aucun message politique? Est-ce qu'il est uniquement question d'amour? De quoi il va être question dans votre prochain album? Prenez un trépied de caméra. Il doit avoir 3 pieds pour être bien équilibré. Eh bien, c'est pareil pour les chansons. Si vous n'écrivez pas des paroles vraies, des paroles honnêtes, les gens seront déçus. Mais si vous êtes trop honnête et que vous oubliez de parler d'amour, que vous oubliez le groove de la musique, le plaisir de la scène, eh bien alors les gens vous diront « Mais pourtant, vous n'êtes pas un homme politique. » La musique doit rester fun. Vous avez le groove, la mélodie, le refrain, et il faut partager ça avec le public, tout en gardant votre intégrité. Pour moi, c'est ça le rock'n'roll. Impossible de séjourner à Pékin sans déguster la grande spécialité culinaire de la capitale, le canard laqué. Et on vous emmène manger le meilleur de la ville, celui du chef Dadong. Ni hao. Enchanté, ravi de vous rencontrer, merci de nous accueillir. 是的，非常高兴。 Vous nous montrez?
Dadong est incontestablement l'une des stars mondiales de la cuisine chinoise. Il prépare le canard laqué à toutes les sauces, revisite la recette ancestrale qui remonte à la cour impériale des Ming et met en avant des goûts inédits. C'est tout un rituel, la découpe du canard. La peau du canard, comme vous voyez, est très belle. La qualité du rôtissage est la même partout. Cette partie-là est la meilleure. Il faut donc la montrer et la découper en premier pour que les clients puissent la goûter en premier. Je sais que les chefs occidentaux vous sollicitent souvent. Vous êtes notamment allé à Paris, chez Alain Ducasse. Est-ce que vous partagez tous vos secrets? Bien sûr, le canard laqué demande beaucoup de techniques. J'ai échangé ces techniques avec beaucoup de chefs dans le monde. Alain Ducasse est le meilleur chef en France. Nous sommes très très amis. Merci. Bon, et bien là, c'est le moment de vous quitter. Je vais déguster tranquillement ce canard laqué. C'est la fin de ce Pékin des Arts, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.